L'an 1346, un navire arrive d'Asie vers l'Europe. À bord se trouvent des rats. Les rats portent des puces. Les puces transmettent une bactérie. Au cours des 4 années suivantes, un tiers à la moitié de la population européenne meurt. 25 millions de personnes, peut être davantage. La mort noire, la plus grande catastrophe biologique de l'histoire de l'humanité. Et tout a commencé avec un rat sur un navire. Chaque nuit, pendant que vous dormez, un animal se déplace autour de vous, un animal qui a survécu à toutes nos tentatives d'extermination. Et en ce moment même, il en existe plus sur la planète que d'êtres humains. Ils ont survécu à la peste, aux essais nucléaires, aux poisons les plus puissants que nous ayons jamais produits, et chaque fois, ils sont revenus en nombre encore plus grand. Les scientifiques ont découvert qu'ils sont capables d'apprendre des erreurs des autres. Ils ressentent des regrets et rient même. Et la chose la plus effrayante n'est pas ce qu'ils font, mais la raison pour laquelle nous ne pourrons jamais les arrêter. Et cette raison nous concerne directement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animal que la plupart des gens détestent. Un animal que nous empoisonnons, écrasons dans des pièges, exterminons avec tout ce que nous avons à notre disposition. Un animal qui est devenu le symbole de la saleté, de la maladie et de la trahison. Mais voici le paradoxe. Sans le rat, la moitié des médicaments actuels n'existeraient pas. Sans le rat, les chaînes alimentaires des écosystèmes urbains s'effondreraient. Et c'est précisément le rat qui peut détecter la tuberculose plus rapidement et plus précisément que n'importe quel test de laboratoire. Et c'est précisément chez le rat que l'on a documenté le rire, l'altruisme et quelque chose qui ressemble étonnamment à la compassion. Commençons. Qui est réellement le rat et d'où vient-il? Les rats ne forment pas une seule espèce. C'est tout un genre de rongeurs comprenant au moins 64 espèces. Parmi eux, on trouve les gigantesques rats de Papouasie en Nouvelle-Guinée, dont le corps peut mesurer jusqu'à 1 mètre. On trouve des espèces naines pesant à peine 30 grammes. Il existe des espèces vivant exclusivement dans les arbres et des espèces qui se déplacent presque exclusivement au sol. Mais le plus connu et le plus répandu est le rat commun, Rattus norvegicus, et c'est principalement de lui dont il sera question. La patrie d'origine du rat commun est le sud de la Chine. C'est ce que les analyses génétiques ont démontré. Pourtant, lorsque le naturaliste anglais John Berkenhout l'a décrit scientifiquement pour la première fois en 1769, il lui a donné le nom latin Rattus norvegicus, le rat norvégien. Il avait vu des rats arriver dans les ports anglais sur des navires norvégiens et en avait conclu qu'ils provenaient de Norvège. C'est l'une des erreurs les plus célèbres de toute la zoologie. Le nom est resté pour toujours, bien que ce rongeur n'ait absolument aucun lien avec la Norvège. Le rat commun est apparu dans la nature à l'époque glaciaire. L'aire de sa population était isolée à l'est, par des mers, au sud-est par des forêts de montagne, à l'ouest par des déserts, au nord par des glaciers. Lorsque les glaciers ont commencé à reculer, les rats se sont progressivement répandus à travers l'Asie. Cela a pris des millénaires. Le véritable tournant est venu avec le développement du commerce maritime au Xe siècle. Les rats se glissaient dans les cales des navires marchands. Il y avait des céréales, de la chaleur et un abri. Les navires les transportaient entre les continents. Au XVIIIe siècle, le rat commun était présent dans chaque pays européen. Il est arrivé en Amérique du Nord et du Sud au XVIe, XVIIe siècle. En Australie, il est arrivé avec les premiers colons anglais en 1788. Avant que le rat commun n'arrive en Europe, le rat noir y vivait. Il était un peu plus petit, avec une queue plus longue et, selon certaines études, des capacités cognitives plus élevées. Mais le rat commun s'est révélé plus agressif et plus adaptable. Partout où le rat gris est arrivé, le rat noir a progressivement disparu. C'est l'un des exemples les plus clairs d'exclusion compétitive dans la nature. Une espèce en a remplacé une autre, sans aucune intervention humaine, simplement grâce à une meilleure adaptation aux conditions données. Aujourd'hui, le rat commun se trouve partout où il y a des humains, à l'exception de l'Antarctique et de quelques îles isolées. C'est un véritable cosmopolite, une espèce qui a conquis la planète entière. Quand j'ai commencé à approfondir cette question, je dois admettre que j'ai été surpris. Nous pensons aux rats comme à quelque chose qui a toujours appartenu aux villes, mais ils ne sont arrivés en ville que très récemment, à l'échelle historique, et uniquement parce que nous leur en avons donné l'occasion.
le corps une machine à survivre. Le rat est un organisme qu'évolution a optimisé pour un seul objectif, survivre partout et en toutes circonstances. Le squelette du rat commun est extraordinairement flexible. Les côtes sont mobiles, les cartilages élastiques. Le rat peut se comprimer et se faufiler à travers une ouverture d'à peine 4 cm de diamètre, environ la taille d'une pièce de monnaie. Si la tête passe, le reste du corps passe aussi. C'est exactement ce qui explique comment les rats arrivent dans les murs, les tuyaux et des endroits où ils ne semblent apparemment pas pouvoir tenir. Les dents, c'est la principale arme et le principal outil. Les incisives sont recouvertes d'un émail extrêmement dur et poussent continuellement 2 à 3 mm par semaine tout au long de la vie. Si le rat ne ronge pas des objets suffisamment durs, ses dents poussent au point qu'il ne peut plus fermer la bouche et meurt de faim. Cela l'oblige à ronger en permanence n'importe quoi, y compris des choses qui ne sont absolument pas comestibles. La pression exercée par les incisives d'un rat est d'environ une demi-tonne par centimètre carré. Grâce à cela, il peut ronger la brique, le béton, les tuyaux en plomb. Il existe des cas documentés de rats ayant rongé des câbles électriques sous tension. Certains ont été électrocutés, d'autres non. Ceux qui ont survécu ont appris à contourner les fils. Et pourtant, le rat maîtrise avec habileté la force de sa morsure. La même gueule capable de ronger le béton transporte délicatement les ratons sans blesser leur peau. La queue n'est pas seulement une queue, c'est un organe de thermorégulation parcouru par un dense réseau de vaisseaux sanguins. Quand il fait chaud, le sang afflue vers la queue et se refroidit grâce à sa grande surface. Quand il fait froid, le sang se retire et préserve la chaleur corporelle. De plus, la queue sert de barre d'équilibre lors de l'escalade. Et presque comme un cinquième membre, le rat peut l'enrouler autour d'objets pour se maintenir. Dans des expériences, des rats auxquels on avait amputé la queue ont perdu 70% de leur dextérité. Des vibrisses sont réparties sur tout le corps des poils tactiles spécialisés, 10 fois plus sensibles que les doigts humains. Elles ne se trouvent pas seulement sur le museau, mais aussi sur les poignets, au-dessus des yeux et sur l'abdomen. Chacune est connectée à des centaines de terminaisons nerveuses. Dans une obscurité totale, les vibrisses créent une carte tridimensionnelle de l'espace. Et le rat court dans le noir à 10 km/h sans heurter aucun obstacle. La vue des rats est faible et myope. Le champ visuel est d'environ 160 degrés, mais en revanche, ils perçoivent la lumière ultraviolette. Les traces d'urine brillent dans le spectre ultraviolet. Le rat voit littéralement les sentiers empruntés par d'autres rats, des sentiers qu'un humain n'a aucune chance d'observer. L'odorat est l'un des principaux sens de navigation du rat. Il peut trouver de la nourriture sous un mètre de neige, peut distinguer la nourriture sûre de la nourriture empoisonnée par l'odeur, y compris les poisons que les fabricants masquent intentionnellement. Le foie du rat produit 2 fois plus d'enzymes de détoxification que celui de l'humain. Le rat peut digérer des plantes toxiques et des substances qui tuent la plupart des autres mammifères. Si l'on lui retire 70% du foie, celui-ci se régénère complètement en 3 semaines, sans cicatrice. C'est un mécanisme de régénération que les scientifiques étudient intensément pour une possible application en médecine humaine. Les poumons des rats ont une structure complexe qui leur permet de survivre dans des environnements à faible teneur en oxygène, par exemple, dans les canalisations d'égouts ou dans des bâtiments murés. Le cœur bat à une fréquence de 300 à 400 battements par minute. Le rat supporte des radiations allant jusqu'à 300 rayons X par heure et vit dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Il peut tomber de 5 mètres de hauteur sans se blesser. Les organes internes sont disposés de manière compacte. Le squelette amortit l'impact. Il peut nager et rester sous l'eau plusieurs minutes, peut sauter sur place à une hauteur d'1 mètre, parcourt en moyenne 12 km par jour. La plage de température dans laquelle il survit se situe entre -20 et +50 degrés Celsius. Sans nourriture, il résiste 3 jours, sans eau encore moins. Avec suffisamment de nourriture, il vit jusqu'à 3 ans dans la nature, jusqu'à 6 en captivité. C'est pas un nuisible, c'est un chef-d'œuvre biologique. L'intelligence. Parmi les rongeurs, les rats sont sans aucun doute les intellectuels. Et pas seulement parmi les rongeurs, le rapport entre le poids du cerveau et le poids du corps chez le rat est comparable à celui de certains singes. Le cortex cérébral présente des circonvolutions prononcées, ce qui augmente la surface des connexions neuronales. Certaines zones responsables de l'odorat et de la motricité sont plus développées que chez l'humain. L'hippocampe
la zone du cerveau essentielle pour la mémoire et l'orientation dans l'espace est organisée chez le rat d'une manière particulière. Des neurones individuels ne s'activent que lorsque le rat se trouve à un point précis de l'espace, une carte neuronale littérale du terrain. Le rat parcourt un trajet une seule fois et le mémorise pour toujours. Dans des expériences avec des labyrinthes, les rats n'ont pas seulement démontré la mémorisation d'un chemin, mais la compréhension de la structure de l'espace. Lorsque le labyrinthe changeait, ils ne se perdaient pas, ils se réorientaient rapidement grâce à leur compréhension spatiale générale. Les rats comprennent les relations de cause à effet, planifient l'avenir, prennent un outil à l'avance, parce qu'ils savent qu'ils en auront besoin plus tard. Ils renoncent à une récompense immédiate en échange d'une meilleure récompense après 20 minutes. Dans des conditions de laboratoire, les rats cachent les meilleurs morceaux de nourriture pour plus tard, même quand ils n'ont pas faim, et trient leurs provisions par type et durabilité. Chez les rats, on a découvert des neurones miroirs, des cellules spéciales, qui s'activent non seulement quand l'animal fait quelque chose, mais aussi quand il observe quelqu'un d'autre faire la même chose. C'est le substrat biologique de l'empathie. Quand un rat voit qu'un autre rat souffre, les neurones miroirs reproduisent cet état. Il ressent un malaise. Dans des expériences avec des miroirs, certains rats, voyant leur propre reflet avec une marque dessinée sur le front, ont essayé de l'effacer avec leurs pattes. Ils ont compris que, dans le miroir, ils se voyaient eux-mêmes. Jusqu'à récemment, cette capacité n'était attribuée qu'aux humains, aux grands singes, aux dauphins, aux éléphants et aux orques. Les rats rêvent. Sur la base de l'activité cérébrale pendant le sommeil, les scientifiques ont reconstitué le contenu des rêves des rats. Les rats revivaient les événements de la journée précédente. Un rat, ayant parcouru un labyrinthe, refaisait, en rêve, le même trajet. L'activité neuronale était identique à celle enregistrée dans la réalité. Les rats sont capables de métacognition, la capacité de réfléchir sur sa propre pensée, de savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Avant un choix difficile, les rats hésitent, regardent autour d'eux, cherchent des informations supplémentaires. C'est un comportement que chez les humains nous appelons le doute et la délibération. Les rats distinguent les langues. Dans une expérience de 2015, ils ont appris à différencier des phrases néerlandaises de phrases japonaises sur la base de leur schéma sonore. Ils ne comprennent pas les mots, mais reconnaissent la structure de différentes langues. Un rat à qui l'on a volé de la nourriture se souvient du coupable. Lors d'une rencontre ultérieure, il se comporte différemment envers cet individu de manière plus prudente ou plus agressive. La mémoire pour des individus spécifiques est chez les rats de très longue durée. La vie sociale et l'altruisme, les rats sont des animaux profondément sociaux. La solitude est pour eux un facteur de stress. Un rat isolé manifeste des symptômes cliniquement identiques à la dépression humaine. Un groupe de rats n'est pas un simple troupeau, c'est une structure sociale complexe. Chaque groupe a sa propre odeur, un identificateur chimique unique. Grâce à elle, le rat reconnaît immédiatement les siens des étrangers. Si on isole un rat et qu'on le garde un moment sur la litière d'un autre groupe, son odeur change. Quand on le réintroduit parmi les siens, ceux-ci l'attaquent comme un intrus. Dans la colonie, il existe une hiérarchie, mais en plus des mâles dominants, il y a aussi les soi-disant sages ou conseillers, des rats âgés et expérimentés au statut social moins élevé. Ce sont eux qui explorent en premier les nouveaux objets, eux qui goûtent en premier la nourriture inconnue. Si le sage décide que quelque chose est dangereux, toute la colonie assimile rapidement cette information, transmission culturelle de la connaissance. C'est exactement pourquoi il est si difficile d'empoisonner les rats de manière répétée. Non seulement ils retiennent eux-mêmes le danger, ils transmettent l'information aux autres. Les nouvelles générations naissent avec une méfiance envers un certain poison sans en avoir eu l'expérience directe, une connaissance transmise purement de manière sociale. L'altruisme chez les rats n'est pas une métaphore ou une supposition, c'est un fait documenté expérimentalement. Dans une série d'expériences, on a proposé aux rats un choix, obtenir de la nourriture ou empêcher la souffrance d'un autre rat. Beaucoup ont renoncé à la nourriture pour que l'autre ne souffre pas, même quand ils ne l'avaient jamais rencontré auparavant. De plus, ils ont activement libéré des congénères de pièges, sans aucune récompense. Les rats se sont souvenus de qui les avait aidés par le passé et à l'occasion suivante ont partagé préférentiellement de la nourriture avec ces individus. Altruisme réciproque, l'aide est offerte à ceux qui vous ont aidé. Dans la nature, on a répertorié des cas où des rats
ont apporté de la nourriture pendant des semaines entières à des membres blessés de la colonie qui ne pouvaient pas se déplacer. Les jeux des ratons ne sont pas aléatoires. Quand ils jouent à cache-cache et à chat, ils respectent des règles. Le malfort se laisse délibérément attraper par le plus petit. S'il ne le fait pas, le plus petit refuse de jouer avec lui. Les rats comprennent qu'un jeu injuste nuit aux relations réciproques. Les crèches collectives sont une autre expression de l'organisation sociale. Plusieurs femelles s'associent pour nourrir collectivement les petits. Elles reconnaissent parfaitement leurs propres petits par l'odeur, mais nourrissent volontiers aussi ceux des autres. Cela augmente le taux de survie de l'ensemble du groupe. Les grandes colonies créent leurs propres normes non écrites. Les individus qui se comportent de manière trop agressive au sein du groupe sont punis. Ceux qui manifestent de l'agressivité envers l'extérieur sont laissés tranquilles. Une distinction entre les nôtres et les autres au niveau des normes sociales. Les rats riants, c'est l'une des découvertes scientifiques les plus surprenantes sur les rats et en même temps l'une des plus importantes pour comprendre ce qu'ils sont. Pendant le jeu, les rats émettent des signaux ultrasoniques à une fréquence d'environ 50 kHz. L'homme ne les entend pas. Quand les scientifiques ont appris à enregistrer et analyser ces signaux, il s'est avéré que c'était du rire. Cela se manifeste avec une clarté particulière lors des chatouilles. Les rats adorent être chatouillés doucement sur le ventre. Ils émettent ces mêmes signaux ultrasoniques, puis courent après la main, demandant que cela continue. Leurs oreilles rougissent et s'abaissent, signe de béatitude totale. L'activité cérébrale lors du rire chez les rats se produit dans la même zone que chez l'humain, y compris dans le centre du plaisir. Ce n'est pas une analogie ou une métaphore, c'est le résultat de recherches en neurosciences avec mesure de l'activité cérébrale. Chez les rats, on observe aussi quelque chose qui ressemble au sens de l'humour. Dans des conditions de laboratoire, ils exécutaient des acrobaties sans aucune récompense alimentaire. Ils observaient simplement les réactions des chercheurs et, à en juger par leur comportement, en tiraient du plaisir. Ils aimaient faire rire les autres. La peste est l'histoire de la relation entre l'homme et le rat. Nous arrivons maintenant au chapitre le plus sombre de l'histoire commune des rats et des hommes. Pour comprendre l'histoire, il faut commencer par la biologie de la maladie. L'agent de la peste, la bactérie Yersinia pestis, existait dans la nature bien avant les premières épidémies. Elle survivait dans les populations de rongeurs d'Asie centrale. Pour les rongeurs eux-mêmes, c'était une maladie endémique ordinaire, ils coexistaient avec elle depuis des millénaires et s'y étaient partiellement adaptés. Le problème est apparu quand la maladie s'est transmise par les puces aux rats vivant en contact étroit avec les humains. Le mécanisme de transmission est le suivant. La puce mord un rat infecté et aspire du sang contenant des bactéries. Les bactéries se multiplient dans l'estomac de la puce et le bloquent littéralement. La puce ne peut pas se nourrir normalement, a toujours faim et mord encore et encore. Quand elle mord un humain, elle déverse dans la plaie des bactéries mêlées au sang. C'est exactement ainsi que se produit la transmission. La première pandémie de peste, documentée la peste de Justinien, a frappé l'Empire byzantin et la Méditerranée au VIe siècle de notre ère. Selon les estimations des historiens et des épidémiologistes, elle a tué entre 25 et 50 millions de personnes. L'Empire byzantin a été tellement affaibli que cela a accéléré son déclin ultérieur. Mais la mort noire de 1347 à 1353 a dépassé tout en ampleur. La maladie est venue d'Asie, probablement des steppes mongoles où vivaient des rongeurs infectés. Les routes commerciales l'ont amenée en Crimée, de là par navire dans les ports italiens, et d'Italie, elle s'est répandue dans toute l'Europe à une vitesse terrifiante. Dans les villes où elle arrivait à l'automne, la moitié de la population pouvait manquer au printemps suivant. Dans certaines villes, jusqu'à 70% des habitants mouraient. Dans des villages, il arrivait parfois qu'il ne reste absolument personne en vie. Les gens ne savaient pas ce qui se passait. Explication religieuse, la punition de Dieu. Astrologique, la position défavorable des planètes. Médicale, la miasme, le mauvais air. Personne ne connaissait les bactéries. Personne n'associait la maladie aux rats. Les cadavres n'avaient plus le temps d'être enterrés. Les moines et les prêtres qui confessaient les mourants mouraient par centaines. Les médecins fuyaient les villes ou portaient des costumes spéciaux, avec des becs remplis d'herbes aromatiques. On croyait que l'arôme protégeait des miasmes. Ces masques en bec d'oiseau sont devenus l'icône de la peste médiévale. En 4 ans, la mort noire a décimé un tiers à la moitié de la population européenne. 25-30
30 peut être 40 millions de personnes. Les chiffres exacts sont encore débattus aujourd'hui car peu de registres de l'époque ont été conservés. La peste a changé l'Europe de manière irréversible. En raison du manque de main-d'œuvre, les salaires ont brusquement augmenté. Les serfs pouvaient imposer de meilleures conditions. Le système féodal a commencé à se désintégrer plus rapidement, l'Église a perdu une partie de son autorité, les prières n'aidaient pas, les prêtres mouraient comme tout le monde. L'avènement d'un nouvel ordre économique et social s'est accéléré. Certains historiens considèrent que la mort noire a été l'un des facteurs qui ont précipité la Renaissance. Le rat a changé l'histoire de l'Europe involontairement. Il vivait simplement aux côtés des humains. La troisième pandémie de peste, au tournant des 19e et 20e siècles, a frappé l'Asie et coûté environ 12 millions de vies. C'est alors que, en 1894, le médecin français Alexandre Yersin a isolé l'agent pathogène. La bactérie a été nommée en son honneur Yersinia pestis. C'est à ce moment-là qu'a également été démontré le rôle des puces dans la transmission de la maladie. En plus de la peste, les rats transmettent des dizaines d'autres maladies dangereuses. Leptospirose, tularemie, pseudotuberculose, fièvre hémorragique, typhus murin, la liste est longue. Ce n'est pas une raison pour détester le rat, c'est une raison de comprendre comment fonctionne le monde dans lequel nous vivons à ses côtés. La reproduction, pourquoi ne peut-on pas les exterminer ? Le rat se reproduit avec une efficacité que n'importe quel stratège lui envierait. La gestation dure 21 jours. Une portée donne en moyenne 9 petits, parfois jusqu'à 20. Dans les 18 heures suivant la naissance, la femelle est à nouveau prête pour l'accouplement. Les rats vivant à proximité de l'homme dans les maisons, les caves, les entrepôts, se reproduisent toute l'année sans restriction, jusqu'à 13 portées par an. Théoriquement, un couple de rats peut produire en un an jusqu'à 15 000 descendants en comptant la reproduction des générations suivantes. En pratique, les mécanismes naturels de régulation empêchent cela, mais le potentiel de reconstitution de la population est immense. Les petits naissent aveugles et sourds, mais après 5 jours, apparaît chez eux la magnétoréception, ils perçoivent le champ magnétique terrestre et l'utilisent pour s'orienter. Après 3 semaines, ils sont complètement autonomes, à 2 mois, ils peuvent se reproduire. Ce cycle accéléré est la principale raison pour laquelle les rats ne peuvent pas être exterminés par des méthodes ordinaires. La mémoire épigénétique est l'un des phénomènes les plus fascinants de la biologie des rats. Si une femelle gestante a souffert d'une famine sévère, ses descendants naissent avec un métabolisme modifié qui utilise plus efficacement les nutriments d'un régime pauvre. Ce n'est pas une mutation génétique, c'est une modification épigénétique inscrite au niveau moléculaire. Et cette modification se transmet à la génération suivante. Les petits-enfants des rats qui avaient souffert de la faim trouvaient la nourriture dans des labyrinthes 30% plus vite que le groupe témoin, bien qu'ils n'aient eux-mêmes jamais souffert de la faim. La mémoire biologique de la famine de la grand-mère influence le comportement du petit-fils. L'effet brousse est un autre phénomène remarquable dans la reproduction. Si une femelle gestante rencontre un mâle dominant inconnu, son organisme peut interrompre la gestation. Les embryons sont réabsorbés et dans les 48 heures, la femelle est prête pour l'accouplement avec le nouveau mâle. C'est un mécanisme évolutif qui garantit que les descendants seront issus du mâle le plus fort de la zone. En cas de surpopulation, les rats activent un régulateur interne. Le niveau de stress augmente, la fertilité diminue, les mâles perdent leur intérêt pour l'accouplement. Dans des situations critiques, les femelles peuvent modifier temporairement le profil hormonal des embryons mâles, orientant le développement vers une direction féminine. Les femelles sont moins agressives et collaborent mieux, cela augmente les chances de survie du groupe en cas de surpopulation. C'est exactement pourquoi les poisons pour rats ne fonctionnent que sur le court terme. Les rats n'acquièrent pas seulement une résistance génétique, ils transmettent l'information sur le danger de manière culturelle. Un poison particulier qui a tué quelques individus devient connu de toute la colonie, les générations suivantes l'évitent, sans en avoir eu l'expérience directe. À quoi servent les rats ? C'est une question que la plupart des gens ne se posent pas, parce que la réponse semble évidente. Mais la réponse est tout à fait différente de ce que vous croyez. Les rats sont un maillon clé dans les chaînes alimentaires. Dans les villes et leurs périphéries, ils forment la base du régime alimentaire des renards, des hiboux, des faucons, des cresserelles, des serpents, des putois
des hermines et des martres. Éliminez les rats et ces prédateurs se tourneront soit vers d'autres animaux perturbant l'équilibre écologique, soit ils disparaîtront complètement. Dans certaines villes, les renards sont passés presque exclusivement aux rats comme nourriture. Ils ont quitté les forêts précisément parce qu'en ville, ils disposent d'une source de proie stable. Éliminez les rats, les renards partent. Et les renards régulent les populations de lapins, d'oiseaux, de souris. La chaîne est longue. Les rats sont des liquidateurs de déchets organiques. Ils consomment des restes de nourriture et de la matière en décomposition. Les villes produisent chaque jour des milliers de tonnes de déchets organiques. Les rats accélèrent la décomposition là où les services sanitaires n'arrivent pas à suivre. Cela semble désagréable, mais c'est une véritable fonction écologique. Les rats qui creusent mélangent la terre, améliorent sa structure, transportent des matières organiques. Sur les terrains en jachère et abandonnés, cela accélère la reconstitution du sol. Les rats sont des disperseurs de graines. Ils créent des réserves, en oublient une partie. Les plantes obtiennent de nouveaux endroits pour pousser là où les graines n'arriveraient pas autrement, à travers les fissures de l'asphalte, le long des clôtures, sur les terrains vagues. Les rats fonctionnent comme des indicateurs des problèmes écologiques. Une augmentation soudaine du nombre de rats dans un quartier est un signal que quelque chose ne va pas, les ordures ne sont pas collectées, les normes hygiéniques sont violées, l'équilibre écologique est perturbé. Le rat n'est pas la cause du problème, mais son symptôme. Si les rats disparaissent d'un endroit, c'est une bonne nouvelle. Environnement propre, équilibre normal des prédateurs, ordre. Les rats n'ont tout simplement rien à y faire. Il y a aussi un lien plus direct, les rats consomment des larves d'insectes, des cafards, des nuisibles. Dans certaines zones, ils tiennent véritablement sous contrôle des populations d'insectes qui autrement échapperaient à tout contrôle. Un service gratuit de régulation des nuisibles. Et enfin, le rat comme test de stress biologique pour les écosystèmes. Si un écosystème résiste aux rats et ne se désintègre pas, c'est qu'il est robuste. Si ce n'est pas le cas, c'est le signal d'un point faible qui nécessite une attention. Le rat nous accompagne depuis 10 000 ans, depuis l'époque des premiers greniers, des premières villes, des premiers navires. Il était à nos côtés quand nous avons construit la civilisation, quand nous avons fait la guerre, quand nous mourions de la peste, quand nous avons découvert les antibiotiques et les avons testés précisément sur lui, quand nous avons démêlé les champs de mines après les guerres. Le rat a tout survécu, les glaciers, la peste, les poisons, les explosions nucléaires, et il nous survivra à nous aussi. Non pas parce qu'il serait notre ennemi, mais parce qu'il est l'adaptateur le plus efficace parmi les mammifères. Intelligent, sociable, résistant, capable d'altruisme et de rire, et en même temps porteur de maladies et menaces pour les écosystèmes isolés. Le monde est plus complexe que la distinction entre bons et mauvais animaux. Le rat en est la preuve vivante. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un like et écrivez-moi dans les commentaires comment vous regardez maintenant les rats. Quelque chose a-t-il changé? Écrivez sincèrement. Merci d'avoir été là et à la prochaine vidéo.